les enfers et à quoi servent-ils? Les enfers sont dans la psychologie astrale de l'homme parce que les enfers sont dans la perception qu'a l'homme des choses extérieures. À quoi ils servent? Absolument à rien, mais étant donné que l'homme est pogné avec ça, ils ont une utilité, ils vont servir à démontrer à l'homme qu'ils servent à rien, donc ils vont servir à démontrer à l'homme comment faire pour que l'homme puisse s'en débarrasser. Maintenant, l'enfer, il est intimement relié au paradis, disons, si on parle d'enfer et de paradis. Autrement dit, le malheur est intimement relié au bonheur. Alors, étant donné que l'homme recherche le bonheur et fuit le malheur, ben, l'homme vit continuellement en enfer et de temps en temps au paradis. Alors, l'enfer va enseigner à l'homme à quitter ce phénomène psychologique-là, sauf que tant que l'homme va vouloir aussi accueillir le bonheur, ben, il va avoir peur de perdre son bonheur, donc en partant, il vit déjà une partie de l'enfer. Et l'homme, à un moment donné, ben, le bonheur, ou tout ce qui peut lui amener un bonheur psychologique, étant des choses qui sont palpables par ses sens physiques, donc automatiquement, qui sont assujettis ou qui sont sujets à disparaître, qui sont assujettis au changement, à la transformation, ben, le bonheur de l'homme, c'est un bonheur qui dépend de l'extérieur. Donc, un bonheur qui est assujetti aussi à la transformation, ce qui fait que, veut pas, après chaque bonheur, on a un malheur. Alors, l'enfer, il est placé où? Il est placé dans des vibrations qui sont basses, qui sont astrales. Alors, automatiquement, quand l'homme meurt, il y a une parcelle de toute son identité mémorielle astrale, comme on l'explique justement, on l'expliquait lors de la conférence La réincarnation, qui vit dans un domaine vibratoire qui va être astral. Et plus l'individu a un phénomène astral dense, donc vibratoirement bas, plus l'individu vit en enfer. Alors, ce qui fait qu'une fois, par exemple, on donnait un exemple d'une personne qui était alcoolique au niveau de l'enfer. Alors, l'individu souffre sur la terre de manquer de boisson, donc évidemment l'enfer est sur la terre, mais où sur la terre? Dans la conception que tu as toi-même, dans la perception que tu as de l'extérieur. Quand l'individu meurt, toute la mémoire astrale continue à vivre pendant un certain laps de temps, tant qu'elle n'a pas été digérée par la planète Terre, donc réintégrée à la planète. Et l'individu, dans sa mémoire astrale, il y a aussi un individu qui va être mental, un individu qui va être vital, qui va être réintégré assez rapidement au niveau du vital planétaire. Notre individu, lui, va retourner en astral dans les endroits qu'il a côtoyés lors de son vécu. Alors, si c'était une personne qui était tout le temps dans une taverne ou dans un bar, ben, il va vouloir aller s'asseoir à la même place qu'il allait s'asseoir avant. Il va vouloir boire de la boisson, mais il ne pourra pas en boire dans l'astral. Alors, il va souffrir 20 fois, puis 100 fois plus que dans son physique, parce qu'il est là. Il peut rentrer dans un baril de vin, il peut voir le monde, il ne peut pas goûter à la boisson. Alors, c'est ce qu'on appelle l'enfer après la mort. L'individu va vivre une période d'enfer s'il a un astral trop dense. Puis lentement, cet astral-là finit par être réintégré par la planète. Donc, à un moment donné, ben, ces phénomènes astrales-là disparaissent. L'enfer éternel n'existe pas. Par contre, la phase purgatorielle, elle existe. Et dans cette phase purgatorielle-là, il y a l'enfer. Purgatoire, qui veut dire, en termes ésotériques ou en termes initiatiques, la phase de temps que prend la planète Terre à digérer l'astral d'un individu. Donc, à réintégrer sa psychologie mémorielle à la psychologie planétaire. Alors, l'enfer, ben, on l'explique pas mal au niveau de la réincarnation, mais l'enfer, c'est pas un endroit géographique, c'est un état psychologique. Maintenant, ces entités qui se tiennent dans les bars, qui se tiennent dans ces endroits-là de basse vibration, peuvent entrer dans un corps physique si les portes sont ouvertes afin de faire boire l'individu. Oui, mais l'individu va boire encore plus parce que l'astral, même s'il peut dominer, n'arrive pas à goûter. Donc, il boit plus, bref, il va le manipuler, il va justement le posséder. C'est très rare, très, très, très rare. On est plus possédé par des entités pluralitaires de réincarnation que par une entité, justement, qui est mémorielle. Mais ça peut arriver pareil. Un individu peut se faire manipuler carrément, mais c'est réellement débilitant parce que l'astral qui va vouloir dominer arrive toujours pas à prendre possession du corps physique en termes de stimuli de sensation. Il n'arrive qu'à dominer un astral encore plus inférieur qu'à lui, donc l'astral de ta personne. Et puis... c'est ce qui se produit lorsque des gens s'assient au bar pour prendre une bière ou 2 bières seulement, puis ont la ferme volonté de faire seulement une ou 2 bières. 3 heures après, ben, et puis, il y a quelque chose qui les pousse toujours à prendre une autre bière, et puis un tas de facteurs environnants, ainsi de suite. Oui. L'énergie qui descend cause la perte de mémoire. Est-ce qu'elle ralentit aussi la vitesse de la capacité de lecture et la concentration?
Bon, l'énergie qui descend, ce qui arrive simplement, c'est que l'énergie qui descend ne cause qu'une transformation au niveau du cortex cérébral, surtout, puis de la matière grise. Une parcelle de matière blanche aussi. Alors, ce qui va arriver, c'est que ces transformations-là, donc ces nouveaux canaux-là, dans lesquels l'énergie physique, l'énergie physique peut circuler pour permettre, par exemple, la réflexion, pour permettre la recherche au niveau des mémoires, mais cette énergie-là ne circule pas dans les nouveaux canaux, mais si les anciens sont détruits pour, justement, permettre la construction de nouvelles structures de programmation au niveau neurologique, automatiquement, l'individu, effectivement, n'a plus de mémoire. L'individu peut avoir de la difficulté à se concentrer. L'individu peut avoir l'air d'une personne un peu étourdie, même d'une personne un peu aliénée à un moment donné. Bon. Est-ce qu'il y a aussi une phase d'impersonnalisation à ce moment-là, Daniel? Il peut, non. C'est-à-dire que ça peut donner l'impression d'une phase d'impersonnalisation parce que ça ressemble à un lavage de cerveau en termes de personnalité astrale. Mais l'individu a toujours un ego qui ne sait plus qui il est. L'individu est toujours, c'est-à-dire que son astral reste à l'état d'identification, mais la personnalité de l'astral ne peut plus transpirer, donc ça donne l'impression d'une impersonnalité. Parce que si on regardera dans les phases d'évolution, tu as la croissance, c'est-à-dire que tu as le potentiel-là de ton phénomène astral dans un individu qui n'est pas encore au monde. Tu as un état de croissance astrale, tu as un état d'identification astrale, tu as un état de personnalisation astrale, tu as un état de contrôle astral, ça continue jusqu'au rayonnement. Alors, ce qui arrive, c'est que la personnalité peut disparaître parce que la personnalité va surtout transparaître par le corps physique. Mais si tu as une transformation, une mutation neurologique, ce qui fait que les canaux habituels, donc la programmation normale de l'individu, sont détruites. On a d'autres canaux plus efficaces, mais l'individu ne les connaît pas, n'arrive pas à s'en servir. Bien évidemment, ça donne le phénomène. On dirait qu'il n'y a plus de personnalité parce qu'il y a une phase de lavage de cerveau qui n'est pas réelle, mais on dirait que ça ressemble à ça. Alors évidemment, il y a les phénomènes, les douleurs, par exemple, qui sont simplement des métamorphoses au niveau neurologique. Évidemment, ça peut créer certaines douleurs. Maintenant, le cerveau lui-même ne souffre pas. Le cerveau n'est pas innervé. Le cerveau, par contre, est vascularisé et les vaisseaux cérébrales, eux, sont innervés. Eux peuvent souffrir. Alors, les douleurs normales, par exemple, du niveau cérébral, vont être des douleurs périphériques au niveau du crâne, qui vont être surtout des douleurs musculaires. Parce que tous les maux de tête, à part certaines formes de migraine, sont musculaires. C'est simplement des douleurs au niveau tensionnaire, des tensions musculaires. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'au niveau souffrance, comme on a de temps en temps des souffrances au niveau justement d'une transformation ou d'une captation d'énergie, c'est des souffrances qui vont se répercuter par le mauvais contrôle qu'a le cortex cérébral ou encore le système paripyramidal, le système volontaire de l'homme, celui qui fait bouger à volonté les muscles, un mauvais contrôle qu'il a sur différentes musculatures, alors ce qui fait qu'il va créer une tension qui crée une douleur. Et cette douleur-là, bien évidemment, tu as beau faire masser, tu as beau n'importe quoi, c'est comme une crampe. Mais c'est pas une crampe normalement, une crampe musculaire. Ça va être surtout causé par un tendon qui, quand il va revenir à sa place, va revenir en s'entortillant. Alors, c'est pour ça que si tu as une crampe au niveau de la jambe, normalement, en réétirant la jambe, tu réétires le tendon, puis si tu ramènes lentement, tu lui permets de revenir à sa place normalement, la crampe disparaît. Là, on parle d'une crampe similaire, mais qui va être musculaire, c'est-à-dire que c'est une tension nerveuse qui va être générée par le cortex cérébral, par le cerveau, parce qu'il y a une mutation cérébrale, donc automatiquement l'électricité du système volontaire de l'homme ne donne pas le même résultat que normalement, ce que normalement il devrait donner. Alors toi, si tu as une tension nerveuse qui normalement va se caractériser par une hyperstimulation gastrique, qui peut t'amener des ulcères à l'estomac à un moment donné, mais par transformation cérébrale, elle peut tout d'un coup s'extérioriser par un tic nerveux. Comme tu peux avoir aussi une aberration cérébrale qui peut te donner ça. Mais elle peut s'extérioriser par une tension au niveau de la nuque, qui va te donner des maux de nuque, puis à un moment donné des maux de tête. Alors, ce qui fait que la transformation au niveau des neurones, justement, qui est une transformation qui va être causée par l'énergie, par une captation d'énergie supramentale, par exemple, et elle peut te faire perdre, elle peut carrément, justement, te donner l'impression que tu es aliéné. Maintenant, ce qui arrive, c'est ça, c'est que si l'individu serait capable de immédiatement, quand il y a une transformation au niveau de son mental, être capable de découvrir la nouvelle manière de travailler, automatiquement, l'individu n'a pas de phase d'aberration, disons, qui transparaissent, là, mais l'individu va automatiquement se perfectionner immédiatement, instantanément, radicalement, puis rapidement. Alors, ce qui fait qu'en attendant, étant donné que l'individu
a une manière, une habitude, donc une programmation mentale. On a des habitudes qui sont psychologiques, mais on a aussi des habitudes mentales, ce qui fait qu'on va, par exemple, additionner, on va faire des additions d'une manière comme on l'a appris, puis on n'ira pas chercher ailleurs. Quand on regarde une carte géographique, on va toujours la regarder de la même manière, ou en lisant en premier la légende, ou en ne lisant jamais la légende, ou etc. Quand tu commences un livre, c'est de la même manière. Quand tu rentres dans une nouvelle maison, tu as un phénomène qui est normal. Puis ça, c'est de ta programmation mentale, qui fait que tu regardes ça, c'est juste pour plaire à ton astral. Comme j'expliquais l'autre fois, tu rentres dans le cinéma, qu'il y a des beaux rideaux, qu'il y a un bel écran. Mais les sorties de secours, tu ne les as jamais vues, parce que ta programmation mentale fait justement que tu ne regardes pas des choses qui, logiquement, devraient primer. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'individu, s'il est capable de connaître une programmation mentale, s'il est capable de voir la disparition de son habitude mentale, donc de sa programmation mentale, il va être capable de rechercher à l'intérieur de lui la nouvelle programmation mentale. Alors, comme je t'expliquais, si tu dois passer par 8 milliards de neurones pour lever le bras, ça prend un certain temps. Si tu dois passer par 400 000 neurones, ça prend pas mal de temps, pas mal moins fois de temps. Alors, c'est simplement ça. C'est simplement ça qui arrive quand l'énergie descend. Puis ça, c'est l'énergie, et c'est pas l'énergie qui te cause ça. C'est la transformation qu'elle a opérée au niveau de tes neurones. C'est le réceptacle. Lorsque l'homme deviendra réel, devra-t-il auparavant se défaire de son esprit afin que l'énergie devienne un avec son mental? Marie. Bon, alors, vois-tu, Marie, c'est que pour certains individus, l'esprit, c'est le mental. Pour d'autres, l'esprit, c'est le supramental. Pour d'autres, l'esprit, c'est bon. Une chose qui est sûre, c'est que quelle que soit la définition que tu mettes au mot esprit et au mot mental, tu as raison dans le sens que lorsque l'homme deviendra réel, entre guillemets, bon, justement, il devra se défaire de son esprit, il devra se défaire de son mental, il devra se défaire de son astral, il devra se défaire de son vital et de son physique. Et quand on dit se défaire, ben c'est ça qui est le terme dangereux. Ça veut dire qu'à partir de demain, je me mets en guerre et je me mets en lutte pour détruire mon astral, pour détruire tout ça. Non. Lorsqu'il y a une fusion, tous ces corps-là, automatiquement, sont détruits. Mais en réalité, ils ne sont pas détruits, ils sont métamorphosés. Mais par rapport à une personne extérieure, c'est détruit. Par rapport à l'individu qui fusionne, c'est pas détruit. C'est complémentarisé. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est évident que quand l'homme va être, mais être, c'est quoi? C'est être pas un ver. C'est pas être un homme. C'est être tout, sans ce mot-là, qui essaye imbécilement de définir ce que je veux dire. Alors, quand l'homme va être, mais quand l'homme va être, il n'y aura plus de limite, il n'y aura plus rien. Ce qui fait que s'il n'y a plus rien, bien, le corps physique n'est plus là non plus. Donc, le corps physique est disparu, est détruit. Mais en réalité, il n'est pas détruit. Et par rapport à un observateur extérieur qui ne comprend pas ce qui se passe, il y a des destructions. Alors, c'est la même chose au niveau de l'astral, au niveau de tous ces corps-là. L'homme va s'en débarrasser dans ce sens que l'homme va le transmuer en quelque chose d'intelligent. Si tu prends ton corps physique et tu le détruis, bien, c'est qu'il y a une parcelle, disons, dans l'univers ou disons dans Dieu, qui ne peut pas être Dieu. Parce que le corps a été détruit. Le corps n'a pas été métamorphosé, disons, en Dieu. Alors, ce qui fait que si Dieu est partout, bien, évidemment, tout doit faire partie de Dieu à un moment donné. Et puis, Dieu, bien, encore là, c'est un contexte, un concept, pour bien du monde, en coup que c'est un langage. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'à un moment donné, ben oui, l'esprit va disparaître, le mental va disparaître. Mais l'esprit, tel qu'on l'emploie présentement en ésotérisme, ça définit quelque chose de légèrement supérieur à l'énergie supramentale. C'est même quelque chose qui peut contrôler une descente d'énergie supramentale, ou si on préfère, qui va contrôler les dangers que peut causer une captation d'énergie supramentale dans le mental humain. Présentement, en ésotérisme, l'esprit désigne quelque chose de supérieur. Mais là, je donne la définition qu'on emploie nous autres, parce que l'esprit peut désigner tout ce qu'on veut que ça désigne. Hein? Bon. Alors, disons que présentement, l'esprit, c'est supérieur, tu aurais le supramental après, puis tu aurais tous les schémas de l'homme. Mais veut pas, être, c'est pas être un esprit, c'est être. Être réel, ben c'est ça. Ça veut dire d'être vivant, sans contexte temporel, donc sans passé ni futur, ça va de soi, parce que le temps, c'est une farce. Daniel, l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience seraient contenues dans quoi? Mais vois-tu, disons que pour... c'est pas contenu dans quoi que ce soit, premièrement, puis ça contient tout, donc bref, ça contient rien non plus. Mais pour te rapprocher de l'immortalité, il faudrait justement que tu arrives à pouvoir contenir tout le temps dans une seconde. Pour être plus précis, disons, dans un milliardième de millionième, de trillionième, de millionième de seconde. Et encore là, je ne suis pas précis, là, mais j'essaie de me rapprocher. Okay? Il faudrait que l'infinité puisse être contenue dans un grain de sable. Bon. Alors, tu te rapprocherais de cette omnipotence.
mais c'est pas contenu dans quoi que ce soit. Nous autres, vois-tu, dans quelque chose de temporalisé, pourquoi que l'infini est partout? Excuse, dans l'énergie qu'on appelle supramentale, excuse si je te coupe, là, mais dans l'énergie qu'on appelle supramentale, ou Esprit Saint, ou Saint-Esprit, et ainsi de suite, là, il y a un peu d'omniprésence, d'omniscience et d'omnipotence. Il y en a un peu. Ce qui veut dire par là qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas un certain pourcentage? Vois-tu, c'est que dans tout, il y a l'infinité. Mais ce tout-là ne peut pas être infini. Je vais te donner un exemple. Si tu regardes simplement mon verre d'eau, tu peux couper mon verre d'eau en deux. La moitié du verre d'eau, tu peux la recouper en deux. Mais tu peux recouper en deux ces morceaux-là infiniment, hein, une infinité de fois, sans jamais arriver à un morceau que tu ne pourras pas couper en deux. Il y en a des morceaux qui vont être minuscules dans ta barouette, mais tu peux encore le couper en deux. Puis une fois qu'il est coupé en deux, tu peux encore le couper en deux. Je ne dis pas ça le faire avec un couteau, parce qu'à un moment donné, le couteau va être plus gros que la parcelle. Mais tu peux continuellement couper en deux. Alors, ce qui fait que dans ce verre-là, l'infinité est contenue. Mais le verre est limité. Le verre n'est pas infini, même si l'infinité est dedans. Hein? Alors, si tu prends une règle, la règle mesure un pied. Ou la règle, par exemple, mesure 30. 30 divisé par 2, ça fait 15. 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Ça divisé par 2, ça donne une autre mesure. Qui divisé par 2 donne une autre mesure. Qui divisé par 2 donne une autre mesure. Qui divisé par 2 donne, par exemple, 0,8, 0,4, 0,2, 0,1. Là, tu tombes au niveau des centièmes, puis tu continues jusqu'à temps que tu tombes au niveau des millièmes, puis tu continues. Mais tu n'arriveras jamais à zéro. Tu vas toujours arriver à diviser ta personne en deux, mais tu vas être de plus en plus petit. Donc, dans ta règle, par exemple, qui mesure un pied, tu as l'infinité contenue dedans. Même si ta règle elle est limitée et qu'elle n'est pas infinie. OK? Alors, ce qui fait que... Relativement à la règle, oui. Ah, relativement à n'importe quoi. Sinon, c'est plus relatif. Est-ce que tu avais répondu à ça? Oui. Dans le... Ah oui, excuse. Dans le cours de l'astral, tu as donné la technique de planche. Quand tu t'en sers pour la tête et qu'une planche va beaucoup plus vite sur le côté gauche, peux-tu expliquer le phénomène, Jackie? Oui, c'est simplement un phénomène qui... l'isométrie cérébrale n'est pas encore développée totalement chez l'homme, et puis à un moment donné, on va arriver à développer ça. Ça veut simplement dire que si vous auriez une isométrie cérébrale extrêmement développée, ça veut dire un équilibre entre vos deux hémisphères cérébrales, vous pourriez écrire des deux mains la même écriture ou encore copier deux lettres différentes avec deux mains différentes, deux papiers différents sans avoir de problème. Alors, ce qui arrive simplement, c'est qu'au niveau des deux hémisphères cérébraux, il y a un hémisphère qui est plus développé que l'autre dans certaines fonctions, et ce qui fait simplement qu'au niveau de toute la conductibilité de la répercussion qu'a l'astral sur notre conscience, dans cette technique-là, on imagine simplement deux objets à l'intérieur de notre crâne qui essaient de traverser puis de se passer l'un l'autre à l'intérieur du cerveau. Et s'il y en a un qui bouge plus vite que l'autre, c'est simplement parce qu'on a un problème isométrique au niveau de nos hémisphères cérébrales. Il y en a un qui a moins de contrôle que l'autre, ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire la même chose en même temps. Un exemple d'isométrie cérébrale qui est normal dans le cadre du physique, mais non pas dans le cadre de l'astral ou du vital, comme la technique justement des planches. L'isométrie cérébrale, ça va être de pouvoir tourner les mains en même temps, ou de pouvoir taper le pied puis la main en même temps, suivre un rythme avec deux choses différentes. Ça va. Je peux changer de côté, donc j'ai une isométrie cérébrale physique. Puis là, le problème qu'il y a, c'est que cette isométrie-là étant une habitude, on n'arrive pas à la casser. Si tu es capable de suivre un beat, un rythme avec ta main, d'en suivre un autre complètement différent avec ton pied. Bon, si tu peux faire ça, tu as réellement une isométrie cérébrale, tes deux hémisphères travaillent un à l'extérieur de l'autre, mais contrôlés. Ça, c'est la réelle isométrie cérébrale. Tu en as une physique, ça veut dire que les deux travaillent en collaboration, mais vu qu'elle est incontrôlée, ça n'en est pas une. Parce que ce que tu contrôles, il faut que tu puisses l'arrêter puis le partir. Ou faire ce que tu en veux. Alors, ce qui arrive simplement au niveau de cette technique-là, c'est simplement ça. C'est qu'il y a un des hémisphères qui est plus libre ou donc moins contrôlé que l'autre côté, ou il y en a un qui est plus engorgé que l'autre. Il y a un paquet d'explications. La seule chose qui est sûre, c'est que les deux hémisphères cérébrales ne sont pas contrôlés, ne contrôlent rien non plus parce que tu n'es pas capable de ralentir un côté plus que l'autre. Et les deux ne travaillent pas dans ce domaine-là ensemble. Alors, vu qu'ils ne travaillent pas ensemble, automatiquement, ça va un peu comme ça veut.
Quelle est l'importance de pouvoir se servir des deux côtés séparément dans l'évolution? Premièrement, ça double toutes les capacités physiques, astrales, vitales et mentales de l'homme. Hein? Ça permet de pouvoir régler deux problèmes en même temps. Donc, ça règle. Il y en a qui ne sont même pas capables d'en régler un. Fait que moi, je peux régler deux en même temps. Alors, ça double tout ça. Ça prépare l'homme et de beaucoup plus près. Et surtout, c'est que ça permet à certaines formes d'énergie différentes de pouvoir pénétrer en même temps dans l'homme, au lieu que ça rentre une à la fois. Parce qu'on sait que certains grands initiés, justement, écrivaient une lettre en même temps avec les deux mains. Et puis, la lettre avait tout été écrite. Il prenait, il mettait une par-dessus l'autre et ça arrivait exactement à la perfection. Oui, il y avait le comte de Saint-Germain, entre autres, qui faisait ça. Mais il y a eu d'autres initiés, justement, qui avaient une isométrie cérébrale absolument parfaite. Alors, ça leur permettait, justement, de pouvoir jouer du piano puis écrire pendant ce temps-là avec son autre main, parce que chaque hémisphère cérébral s'occupait de travailler avec une affaire. Ça, c'est absolument normal, puis c'est très faisable. Mais le problème, présentement, du mental humain, c'est qu'il n'est pas assez développé, donc pas assez personnalisé, même à peine identifié, pour pouvoir faire ça. C'est une chose qui, à un moment donné, va être développée chez l'homme et chez la femme, parce que c'est normal que ça le soit. Ça va permettre, présentement, vois-tu, soit tu es en conscience, soit astrale, soit en conscience mentale. Si tu réagis émotivement, bien, il n'y a pas de mental. S'il y a du mental, l'émotif disparaît, puis là, il y a une lutte qui se fait qui, au niveau astral, à chaque millième de seconde, tu essaies d'être mental, l'astral revient, tu commences à être mental. Si tu arrives à avoir une isométrie cérébrale assez développée, tu vas être capable d'être mental d'un côté, d'être astral de l'autre, ce qui fait que tu vas pouvoir travailler réellement dans le domaine de la matière sur deux plans d'énergie totalement différents. Mais surtout, c'est que tu vas être capable d'avoir un contact supramental, donc une bilocation extraterrestre, avec en même temps, dans l'autre hémisphère cérébral, un contact planétaire, donc une location planétaire. Ce qui fait que là, à ce niveau-là, tu vas pouvoir être bilocalisé réellement, parce que dans ton cortex cérébral, tu vas avoir une entité cérébrale reliée par le corps calleux, donc reliée par ce qui est justement au niveau du cerveau, ce qui relie les deux hémisphères. Mais tu vas avoir effectivement un hémisphère qui va être capable de travailler avec des énergies extraplanétaires et un hémisphère qui va être en relation avec les énergies planétaires, tout ça relié par le corps calleux, entre autres, où la glande pinéale, justement, va venir jouer un rôle. Alors ça te permet ça. Mais pour en arriver là, il faut que tu développes tes deux hémisphères d'une façon correcte. C'est quelque chose qui se fait bien quand on comprend et quand on sait pourquoi. Alors disons que pour répondre à la question, c'est simplement parce que ça, c'est pas tout à fait fait. Peux-tu parler plus profondément de la Jérusalem céleste? Y a-t-il un rapport avec la race juive et la Jérusalem céleste? Bon, je ne vais pas trop en parler parce que c'est un sujet qui, disons, m'intéresse pas dans ce sens que c'est un sujet qui est trop spirituel, qui est trop dangereusement spirituel. Chose qui est sûre, c'est que la race juive n'a aucun rapport avec la Jérusalem céleste. Bon, il y a des juifs qui vont en faire partie et des juifs qui n'en feront pas partie. Puis la Jérusalem céleste, bon, c'est ça, ça ne me tente pas d'en parler parce que présentement, moi, mon travail, c'est de m'arranger pour que l'homme, présentement, arrive à pouvoir comprendre ce qui va lui permettre d'arriver, disons, à la Jérusalem céleste. Mais d'autres individus vont s'occuper de parler surtout de la Jérusalem céleste pour mettre une carotte sur un bâton en avant de l'homme, pour le forcer à avancer. Mais par contre, ne donneront pas à l'homme la possibilité d'aller chercher la carotte. Alors, ce qui fait que la Jérusalem céleste, présentement, en ce qui concerne l'être humain sur la Terre, bien, qu'elle n'existe pas, ça ne changera rien à ses problèmes, ça ne changera rien à son évolution ou à son évolution, ça ne changera rien à rien. Sauf que ça peut lui donner un espoir. Un espoir, c'est typiquement astral. Un espoir, ça l'exclut la compréhension. Je pense que si on couraille quelque chose parce qu'on s'imagine que peut-être que ça va être vrai, bien, on est dans le phénomène de la foi, donc dans le phénomène de l'insavoir, de l'ignorance, et puis on bâtit notre cheminement à partir d'une affaire qu'on croit et qu'on ne sait pas, ce qui fait qu'en partant, c'est trop dangereux. Alors, la Jérusalem céleste, ça n'a pas rapport à la Jérusalem du passé. Hein? C'est pas la même ville qui va être construite. Ça a un rapport, disons, symbolique par rapport aux traditions hébraïques, que Jérusalem était justement un endroit où Salomon a passé, où Salomon a vécu, et qui était, disons, une espèce de représentation des énergies astrales sur la Terre. Prochainement, sur la Terre, on va avoir aussi sans doute à un moment donné la matérialisation des énergies supramentales dans le domaine de la matière, style peut-être d'une Jérusalem comme on a eu là-bas. C'est pas la Jérusalem céleste, mais c'est des termes, c'est des choses justement qui risquent trop de qu'on peut facilement spiritualiser. Donc, on peut transformer en espoir, en leitmotiv, en but,
Et puis, on perd automatiquement la vérité, la réalité, bref, ce qu'on aurait à faire. Alors, si tu peux rêver à aller aux Olympiques, tu risques d'oublier de t'entraîner. Entraîne-toi, puis quand tu seras bon, je te parlerai des Olympiques. Ben, c'est la même affaire pour la Jérusalem céleste. Quand on sera prêt, tout le monde en parler. Ce qu'on appelle l'esprit est-elle de l'énergie qui nous met en contact avec d'autres mondes dans les plans invisibles? L'énergie est-elle parole? Au plus profond de moi, je crois que l'esprit n'existe pas. Bon. Alors, comme tout à l'heure, on expliquait, c'est que l'esprit, c'est quoi? Qu'est-ce que veut dire l'esprit ici pour la personne? Est-ce que l'esprit veut dire, bon, si l'esprit n'existe pas, ben l'esprit n'existe sans doute pas pour cet individu-là. Parce que ce que toi, tu appelles l'esprit, elle l'appelle une autre chose. Et cette autre chose-là, elle y croit. Mais toi, tu appelles ça l'esprit. Mais elle, ce qu'elle appelle l'esprit, peut-être que tu n'y crois pas, toi non plus. Mais elle, elle ne croit pas à l'esprit. Alors, ce qui fait que je ne peux pas répondre bien clairement à une question où c'est que les mots n'ont pas été définis, pour la simple raison que ce qu'on appelle l'esprit, est-ce que c'est de l'énergie? Bon, ben si je dis oui, c'est de l'énergie, tu me dis d'abord que tu ne crois pas à l'esprit, donc tu ne crois pas à l'énergie. Alors, ce qui fait qu'en partant, qu'est-ce que le mot veut dire? Ça, c'est bien important d'essayer continuellement de bien définir le mot qu'on emploie. Quitte à réapprendre la langue française, hein, quitte à lire bien beaucoup, à apprendre un dictionnaire par cœur, mais une chose qui est sûre, c'est que si l'esprit, tu n'y crois pas, puis tu me demandes de te le définir par rapport à un concept, est-ce que l'esprit de l'énergie? Oui. Alors moi, je ne crois pas à l'énergie. Bon, ben, viens en bas, m'ouvrir mon capot de char, puis moi te mettre les deux mains sur ma batterie. Tu vas voir si l'énergie existe. Alors, ce qui fait qu'en parlant de ça, il faut faire bien attention avec ça. Est-ce que l'esprit nous permet d'entrer en contact avec d'autres mondes dans les plans invisibles? Si c'est invisible, c'est que c'est pas matériel. Si c'est pas matériel, c'est que c'est énergétique. Si l'esprit est énergétique, ben, il faut qu'il y ait quelque chose quelque part qui se mette à exister. Hein, pour permettre au moins la compréhension. Alors, au plus profond de moi, je crois que l'esprit n'existe pas. Tu as sans doute raison. Ça dépend juste de ce que tu entends par esprit. Pourrais-tu expliquer la conscience moléculaire et la conscience atomique? Y a-t-il un rapport avec ce qu'on appelle deux âmes sœurs ou l'androgénéité? Bon, alors on va y aller morceau par morceau. La conscience moléculaire, tout à l'heure, on en a parlé un peu en ce qui concernait, par exemple, la réaction que devait prendre l'énergie cérébrale pour pouvoir communiquer une idée, une pensée ou un ordre dans le domaine du physique. Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est que l'énergie moléculaire, c'est une énergie qui est électrique, donc qui est aussi atomique, sauf que l'atomicité de l'énergie est limitée par la forme qui va transporter l'énergie, donc par la molécule. Alors, ce qui fait que si, par exemple, moi, je donne un coup, tu prends un bâton, tu te l'accotes sur le menton, puis que moi, je frappe sur le bâton, bien évidemment, le bâton va transmettre mon énergie, tu vas recevoir mon coup de poing par l'intermédiaire du bâton. Par contre, ça prend un certain temps. Il y a une parcelle de mon énergie qui est absorbée par le bâton. Donc, disons que mon coup de poing, c'est une énergie atomique. Le bâton transmet l'énergie. Alors, ce que tu reçois, c'est un coup de bâton. Mais ça, c'est de l'énergie moléculaire. Donc, c'est de l'énergie atomique freinée par le cheminement à travers les molécules pour pouvoir exprimer cette énergie-là. Alors, exactement comme, à un moment donné, toi, tu réfléchis. Mais tu réfléchis, et pour réfléchir, tu as une polarisation, une dépolarisation de neurones à travers un paquet de phénomènes qui arrivent à te permettre une réflexion. Mais tous ces phénomènes-là, chimiques-là, ce sont des phénomènes qui sont de type moléculaire et qui nuisent énormément à la rapidité de fonctionnement. Donc, qui vont empêcher l'instantanéité de la réflexion. L'énergie atomique, c'est l'énergie qui n'est pas le summum, qui est une énergie qui est très très haute dans le domaine de la matière. En haut de l'énergie atomique, on tombe dans l'énergie lumineuse qui est un peu plus haute que l'énergie lumineuse de nos lampes. Alors, ce qui va arriver, c'est ça. C'est que dans cette énergie atomique-là, tu n'as pas, si on parle de l'énergie atomique pure, tu n'as pas le frein de la molécule. Alors, comme tout à l'heure, on parlait au niveau cérébral, tu vas réfléchir d'une façon électrique, donc disons atomique, et ça va être 1 milliard de fois plus rapide que la façon que tu te sers présentement, qui est une façon chimique ou moléculaire. Alors, ça donne il y a un rapprochement qui est un rapport absolument parfait entre ces deux exemples-là. Alors, donc, c'est ça. La conscience moléculaire, c'est une conscience qui est limitée par la matière, donc par la forme. Et la conscience atomique, c'est une conscience sans nécessité de forme pour pouvoir avoir un support. Donc, elle n'est pas limitée par la forme, donc par la molécule. Parce que l'énergie atomique, évidemment, vit dans la molécule. Sans énergie atomique, il n'y a même plus de molécules. Mais c'est ce qui va arriver à un moment donné. Tu vas pouvoir réfléchir sans ces molécules-là, donc sans ces freins-là.
Y a-t-il un rapport avec ce qu'on appelle deux âmes sœurs ou l'androgénéité? Les âmes sœurs, c'est, spirituellement parlant, un individu similaire à nous autres avec lequel on peut, en se mettant en relation, donc un homme, une femme par exemple, ou encore deux hommes, deux femmes, arriver à pouvoir évoluer à une vitesse extraordinaire. Mais l'âme sœur, c'est quelque chose de... Encore là, ça c'est une définition. Oui, il y a différentes définitions. Il y en a d'autres qui vont utiliser le même terme pour d'autres choses. âme sœur pour un autre, pour des affinités pas nécessairement spirituelles. L'androgénéité, c'est simplement le retour à nos sources, c'est-à-dire que avoir deux âmes sœurs, l'esprit moléculaire et l'esprit atomique, c'est deux choses qui ne sont pas âmes sœurs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est opposé à l'autre, donc à un moment donné, il y a une espèce de conscience moléculaire qui va disparaître, qui va être transformée ou qui va être simplement une conscience atomique. Et ça, c'est énorme, et ça s'en vient. Disons encore dans quelques milliers d'années, on va avoir une masse qui va être au niveau de la conscience atomique. L'androgénéité aussi, c'est pas pour tout de suite. Hein? C'est pour encore pas mal longtemps. Et puis toutes les choses qui se à un continuum temporel, ben, c'est des choses qui présentement ne peuvent pas être royalement utiles pour l'être humain. Alors de temps en temps, je parais assez plate. Pourquoi? Parce que justement, je ne réponds pas à des questions qui, selon moi, ne servent pas à grand-chose. L'androgénéité, ben, c'est simplement le fait de ne pas être sexué, donc d'être capable de soit se reproduire sans sexualité, ou encore d'être capable de ne plus mourir. Alors, ce qui fait qu'on n'a plus de sexualité. Parce que tout à l'heure, je vous expliquais qu'il vient un temps où l'énergie vitale se trouve à être diffusée à l'extérieur des centres d'énergie. Donc, l'homme redevient un enfant. De ce fait, l'homme ne vieillit plus. De ce fait, l'homme ne meurt plus. Et de ce fait, l'homme rentre en contact, de par son expérience avec les plans astroplanétaires. De ce fait, la réincarnation de ces plans-là n'est plus nécessaire. Et automatiquement, l'individu n'a plus de sexualité, donc devient androgène, c'est-à-dire qu'il devient sans sexualité et il n'y a plus de reproduction sur la Terre dans le règne humain parce que le règne humain ne meurt plus. Disons que l'âme sœur et l'androgénéité, c'est quelque chose de différent aussi. Mais l'androgénéité telle qu'elle va être, pas tout de suite, c'est une androgénéité de cette sorte-là. Il n'y aura plus de mortalité, plus de naissance, plus de problème. Oui, fun. Non, ben ça, profite-en. L'entité est-elle chimique ou atomique? L'entité, elle est énergétique, qui veut dire un peu en haut de l'atomicité. Évidemment, encore, je parle de l'entité sous forme d'esprit, telle qu'on la conçoit en termes ésotériques. Ça serait lumière. Oui. Celui qui emporte son corps à sa mort, il emporte ce corps dans un autre plan dimensionnel qu'on pourrait appeler le plan éthérique pour le moment. Alors, dans cet autre plan, est-ce qu'il y aurait existence de corps physique, ou si le corps physique devient autre chose que matière? Bon, juste une petite remarque en ce qui concerne la formulation de cette question-là. C'est de cette façon-là, au moins, qu'on devrait... Il y a des questions ici qui auraient pu être intéressantes, qui le sont sans doute pour la personne qui les a posées. Mais ici, celui qui emporte son corps à sa mort, il emporte ce corps dans un autre plan dimensionnel qu'on pourrait appeler le plan éthérique pour le moment. Au moins, il définit les mots qu'il emploie. Ce qui fait que là, si je veux répondre, je vais répondre sans doute à sa question. Si on regarde ici, l'entité est-elle chimique ou atomique? Qu'est-ce que l'individu qui a posé cette question-là entendait par entité? Je ne sais pas. Alors, je réponds selon ce que moi, je crois qu'en ésotérisme, on entend, mais ça ne peut pas nécessairement être la même affaire pour un autre. Alors, bon, celui qui emporte son corps à sa mort, il emporte ce corps dans un autre plan dimensionnel, qu'on pourrait appeler le plan éthérique, pour le moment. Disons que le plan éthérique tel que tout à l'heure on en a parlé, l'individu qui amène son corps métabolise son corps en une autre forme de phénomène, donc il devient lui-même en relation très intime, sinon il devient lui-même inhérent au plan supramental, disons, donc au plan éthérique. Alors en ce sens, jusqu'à date, c'est correct. Alors, mais le corps lui-même, c'est pas le corps qui amène, tu ne restes plus avec un corps. Et à la deuxième question, alors dans cet autre plan, est-ce qu'il y aurait existence de corps physique? Bon, il n'y a pas existence de corps physique parce que le plan physique n'est pas du domaine du plan éthérique.
Donc, le corps physique va exister dans un domaine physique, le corps vital dans un domaine vital, etc. Et ce qui fait que l'individu finit par avoir une forme informelle, pas une forme comme on a ici, une forme qui n'a aucun rapport avec ce qu'on peut voir, c'est une agglomération d'énergie, et qui est d'ordre supramental, donc d'ordre éthérique, ça va de soi, donc il n'y a pas de corps physique là, de plan physique ou quoi que ce soit. Ou si le corps physique devient autre chose que matière, bien effectivement, le corps physique ne devient plus matière, il se trouve à être fusionné avec les autres plans pour devenir totalement éthérique, vers, disons, que l'individu qui amène son corps quitte le plan planétaire, donc vit totalement dans le plan éthérique, donc le corps est un corps éthérique maintenant, mais un corps éthérique dans le sens supramental, et l'individu qui reste relié au plan planétaire, donc qui reste bilocalisé sans corps physique, c'est simplement que les corps bas, donc le mental aller en descendant, sont à l'approche de la fusion, c'est-à-dire que ces corps-là ont une harmonie vibratoire très similaire, donc ils sont ajustés, hein, ils sont pareils, ils ont une même forme de vibration, mais l'individu n'a pas encore complété son schéma évolutif en ce qui concerne son cadre mental, ce qui ne le met pas en contact total et permanent avec l'énergie extraplanétaire du supramental, donc de l'éther. Alors, ce qui fait que cet individu-là va être ce que nous, on va appeler un des maîtres du monde, qui va être resté assujetti au plan planétaire jusqu'à temps qu'à un moment donné, le reste de son corps lui-même arrive, laisse-moi finir, arrive à l'identification éthérique. Un individu, justement, qui, pour que les grands maîtres qui en sont rendus justement à emporter leur corps à leur mort, mais qui restent prisonniers de la planète Terre, comme il y en a plusieurs, arrivent à se libérer de la planète Terre, bien, ces maîtres-là ont besoin du support humain pour l'instant. C'est-à-dire que ces maîtres-là sont les maîtres du monde parce qu'ils sont le monde. Et étant le monde, ils vont être capables de se libérer des entités astrales planétaires, c'est-à-dire de faire fusionner tous leurs êtres, donc la Terre au complet, quand l'entité humaine va avoir elle-même atteint l'état de fusion. Alors, de ce fait, pour qu'eux autres puissent arriver à poursuivre leur cheminement évolutionnel, ils se doivent donc de forcer l'homme à continuer son propre cheminement évolutif. Donc, de ce fait, on s'imagine que les grands maîtres nous aident. En réalité, les grands maîtres ne font ça que pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents et sensés. Alors, ce qui fait que ces grands maîtres-là attendent donc après l'évolution humaine pour pouvoir se libérer. Alors, ce qui fait que si vous devenez un maître d'ici au lendemain, vous êtes quand même pogné ici pour plusieurs milliers d'années, en attendant que l'humanité arrive à pouvoir vous libérer. C'est-à-dire que tout le monde arrive à se libérer en même temps. Maintenant, à la lumière de certaines informations ésotériques qu'on a, Daniel, ces maîtres du monde-là prendraient des corps physiques à l'occasion pour jouer le rôle qu'ils ont à jouer sur Terre. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Est-ce qu'ils le prennent à la naissance ou est-ce qu'ils le forment? Bon, ces êtres-là ne prennent pas des corps, c'est-à-dire que c'est pas l'être lui-même qui prend un corps. Disons que là, c'est quelque chose qui est amusant à expliquer, mais je ne sais pas si encore là, c'est réellement dans le domaine de l'utilité. Là, on va en parler pareil un peu, ça peut toujours au moins servir à un moment donné. Ce qui va arriver, c'est que ces êtres-là ne bâtissent pas de corps physique, ils ne prennent pas un corps à la naissance. Par contre, ils peuvent faire appel à d'autres formes d'énergie qui sont d'ordre extraplanétaire, qui, eux, ont la possibilité de pouvoir engendrer une transformation moléculaire, donc qui ont une possibilité de pouvoir diminuer leur schéma atomique à un schéma moléculaire et de diminuer ces vibrations-là jusqu'à la création d'un corps physique pour pouvoir accomplir une tâche qui aurait normalement été demandée par un grand maître. Quand on parle de grand maître, on parle évidemment de ces entités-là qui couvrent la planète Terre. Alors, ces entités-là peuvent donc de temps en temps avoir ce qu'on appelle des messagers ou simplement avoir un individu hautement évolué qui va se présenter sous la forme d'un grand maître, mais ce n'est pas le grand maître. La seule fois qu'une entité, disons, hautement évoluée, réellement s'est pris un corps pour descendre sur la planète Terre pour venir parler, c'est une entité qui a dû involuer. C'est pour ça que les grands maîtres ne le font pas, parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir abaisser leurs vibrations et de les remonter à volonté sans passer par un schéma d'initiation absolument terrible. Alors il y en a un, à un moment donné, qui lui devait passer par là. Alors lui, il l'a refait, donc il a pris un corps à la naissance, mais un corps qu'il a lui-même engendré. Hein? Et il s'est servi de ce corps-là dans un cadre involué humain pour faire ce qu'il avait à faire
pour permettre à son entité globale planétaire de pouvoir évoluer. Donc, il est obligé de descendre au niveau de la forme planétaire pour pouvoir pour pouvoir augmenter le taux vibratoire de l'humanité de l'époque, l'humanité la plus intelligente de l'époque, donc l'humanité juive, qui était la plus hautement évoluée à l'époque. Alors, il a augmenté le schéma vibratoire de cette entité de population-là pour que celle-là puisse, par après, continuer à augmenter le schéma vibratoire pour sauver qui? Sauver lui, c'est-à-dire sauver la planète et le système solaire, et bref, ce qu'elle a avec. Ça qui est à peu près incompris présentement par la population actuelle. Parce qu'on est trop identifié de par notre égoïsme, de par notre ego, dans notre forme physique, alors on ne peut pas imaginer qu'un système solaire évolue, ou qu'un système galactique évolue. Alors cet être-là, qui était Jésus de Nazareth, ça va de soi, Jésus le Nazaréen pour être plus précis, parce que de Nazareth, oui, bon. Alors, ce qui est arrivé simplement, c'est que cet être-là, en faisant ça, a été obligé de repasser par certaines formes que normalement il n'aurait pas eu à faire. Alors, les grands maîtres ne font pas des cheminements comme ça. Normalement, ils vont prendre comme associés ou comme assistants des formes d'énergie qui sont extraplanétaires et qui ont, eux autres, la possibilité de pouvoir s'agglomérer sur la Terre en forme moléculaire sans pour autant perdre de leur capacité énergétique, donc ils peuvent revenir après ça à leur plan. Ensuite, les grands maîtres ne prennent pas de forme pour venir se présenter à toi. Par contre, tu peux avoir la forme d'un grand maître qui se présente à toi. C'est donc dire qu'au moment où il a accompli sa tâche, est-ce qu'il a à ce moment-là changé la conscience atomique? Automatiquement. Ainsi que la conscience moléculaire? Officielle. C'était son rôle. Non. Sans que ce soit son rôle, son résultat plutôt, oui. Oui. Et ça lui a donné quoi, lui? Ah, ben ça, tu lui demanderas. Quelle différence y a-t-il entre un être dont l'énergie vient d'un autre système solaire et d'un être dont l'énergie vient de notre système? Est-ce que l'énergie prend une forme différente pour l'un ou pour l'autre par rapport à la parole? Quel rôle a l'être descendant sur la planète? L'être descendant sur la planète. Bon, je vais répondre, disons, d'une façon qui va sans doute éclairer certaines personnes là-dessus. Une réponse que j'aurais sans doute jamais donnée, mais étant donné qu'on n'est pas les vendredis. Quelle différence y a-t-il entre un être dont l'énergie vient d'un autre système solaire? Il y a plusieurs ici qui en connaissent au moins une personne, justement, que son énergie n'est pas de notre système solaire. Hein? Bon. Il vit à Montréal, en tout cas. Et d'un autre dont l'énergie vient de notre système solaire. Moi, par exemple. Est-ce que l'énergie prend une forme différente pour l'un ou pour l'autre par rapport à la parole? Jugez-en vous-même. Quel rôle a l'être descendant sur la planète? L'être descendant sur la planète a un rôle identique à celui qui est ascendant, comme tout à l'heure j'ai expliqué. La seule chose qu'il y a, c'est qu'un être réel, donc qui a une forme physique et qui, lui, est inhérent à un autre système solaire, bien, cet être-là a des capacités, disons, évolutionnaires différentes de l'être humain, comme par exemple, une évolution normale de l'être humain sur la planète Terre va obliger l'homme à passer par un cheminement physique, un cheminement vital, un cheminement astral, un cheminement mental, un cheminement supramental. Sur d'autres formes de systèmes solaires, donc, une énergie provenant de d'autres soleils, il peut y avoir des lacunes. Sur la planète Terre, la grande lacune a été au niveau du mental, c'est-à-dire que le mental n'a pas été généré par suffisamment d'énergie assez rapidement. Donc, l'emprise de l'astral a été tellement monstrueuse que ça l'a empêché l'homme, justement, la race complète, la planète, ça l'a empêché d'évoluer à son rythme qui aurait été naturel normalement. Par contre, dans d'autres systèmes, on a une évolution mentale du tonnerre, donc un contact supramental, mais par contre, il manque une entité astrale suffisamment développée. Donc, sur d'autres systèmes solaires, les individus peuvent avoir une forme physique, une forme vitale, un manque au niveau de l'astral, un développement mental, un contact supramental, pas de fusion parce que manque de corps astral. Alors, il y a certaines formes d'individualité, par exemple, qui peuvent partir de notre planète et se réintégrer ailleurs pour pouvoir développer